Cécile de Roquefort se tient immobile devant l'autel de la cathédrale parisienne. Elle porte une robe de dentelle ivoire qui capte la lumière des vitraux. Face à elle, le duc Adrien de Lignières la regarde avec une intensité qu'elle ne comprend pas encore. 200 invités retiennent leur souffle. Le prêtre prononce les mots sacrés. Adrien se penche vers elle. Ses lèvres effleurent les siennes avec une douceur mesurée. Puis il se rapproche de son oreille. Sa voix est si basse que personne d'autre ne l'entend. Ce sera la dernière fois. Les applaudissements éclatent autour d'eux. Cécile sent quelque chose se briser en elle, mais son visage reste serein. Elle sourit aux invités. Elle serre la main de son époux, et elle se demande ce qu'elle vient d'accepter. La cathédrale Saint-Étienne se dresse au cœur de Paris comme un témoin impassible des siècles. Ce matin de novembre 1878, elle accueille l'union de deux des plus anciennes familles de France. Les vitraux projettent des éclats de lumière rouge et bleue sur les dalles de pierre. L'air sent l'encens et la cire d'abeille. Les bancs de chêne massifs sont occupés par des ducs, des comtes, des conseillers d'État, des ambassadeurs. Les femmes portent des robes de soie au ton sourd. Les hommes arborent des médailles et des décorations militaires. Tout respire l'ordre et la tradition. Cécile de Roquefort avance lentement dans l'allée centrale. Sa robe de dentelle ivoire glisse sur le sol sans un bruit. Elle a été confectionnée par les meilleures couturières de Lyon. Le voile de tulle retombe sur ses épaules comme une brume légère. Ses cheveux châtains sont relevés en un chignon complexe. Elle ne porte qu'un seul bijou, un collier de perles ayant appartenu à sa grand-mère. À 34 ans, elle incarne la grâce aristocratique sans ostentation. Son visage est calme, ses yeux gris verts ne trahissent aucune émotion. Au bout de l'allée, Adrien de Lignières l'attend. Il a 42 ans, il est grand mince avec des traits fins et une barbe soigneusement taillée. Ses cheveux noirs commencent à grisonner aux tempes. Il porte l'uniforme de cérémonie de la diplomatie impériale, veste sombre brodée d'or, épaulettes rigides, gants blancs. Son regard est intense, presque douloureux. Il ne sourit pas. Il observe Cécile avec une attention qui la trouble. Elle arrive à sa hauteur. Il lui tend la main. Elle la prend. Ses doigts sont froids malgré les gants. Le prêtre commence la cérémonie. Les mots latins résonnent sous les voûtes. Cécile répond aux questions rituelles avec une voix claire. Adrien fait de même. Sa voix est grave, posée, sans hésitation. Les alliances sont échangées. L'or glisse sur les doigts avec une facilité troublante. Puis vient le moment attendu. Le prêtre prononce la formule consacrée. Adrien se penche vers Cécile. Il pose ses lèvres sur les siennes avec une douceur mesurée. C'est un baiser correct, irréprochable, conforme aux attentes sociales. Mais il n'y a ni chaleur ni passion. C'est un geste accompli par devoir. Puis Adrien se rapproche de l'oreille de Cécile. Il murmure si bas que seule elle peut l'entendre. Ce sera la dernière fois. Les mots la frappent comme un coup de poing silencieux. Elle ne comprend pas immédiatement leur sens. Dernière fois de quoi? De l'embrasser, de la toucher, de partager quelque chose avec elle. Elle veut reculer, poser une question, exiger une explication. Mais les applaudissements éclatent déjà. Les invités se lèvent. Les orgues entonnent une marche triomphale. Adrien lui prend le bras et l'entraîne vers la sortie. Elle marche à ses côtés, le visage figé dans un sourire de circonstance. Personne ne remarque rien. Personne ne voit la fissure qui vient de s'ouvrir en elle. Dehors, le ciel est gris et bas. Une pluie fine commence à tomber. Les invités se pressent vers les voitures. Adrien et Cécile montent dans un landau orné de fleurs blanches. Les chevaux s'ébrouent. Le cocher fait claquer son fouet. La voiture s'ébranle. Cécile regarde par la fenêtre. Les rues de Paris défilent dans un brouillard humide. Adrien reste silencieux. Il fixe un point invisible devant lui. Ses mains sont posées sur ses genoux, immobiles. Cécile voudrait parler, mais elle ne trouve pas les mots. Elle a l'impression d'avoir épousé un étranger. Et peut-être est-ce exactement ce qu'elle a fait. Le mariage avait été arrangé par les deux familles. Les Roquefort possédaient des terres en Bretagne et des investissements dans les chemins de fer. Les Lignières détenaient un château dans la vallée de la Loire et une influence politique considérable. L'union devait renforcer les alliances, apaiser certaines tensions financières, consolider des positions au sein de la haute noblesse. Cécile avait accepté sans illusion. Elle ne croyait pas au grand amour romantique. Elle espérait simplement une vie digne, un respect mutuel, peut-être une forme d'affection avec le temps. Mais ce murmure glacial à l'hôtel vient de détruire même cette modeste espérance. La réception se déroule dans l'hôtel particulier des Lignières, près du parc Monceau. Les salons sont illuminés par des centaines de bougies. Les domestiques servent du champagne et des huîtres.
Les invités circulent entre les pièces, échangeant des compliments convenus et des ragots à voix basse. Cécile sourit, remercie, répond aux questions avec une politesse mécanique. Adrien reste à ses côtés, jouant son rôle d'époux attentif. Mais il ne la touche pas. Il ne cherche pas son regard. Quand elle lui parle, il répond avec courtoisie, mais sans chaleur. C'est comme s'il avait dressé un mur invisible entre eux. La soirée s'étire jusqu'à minuit. Enfin, les derniers invités partent. Les domestiques commencent à ranger. Adrien se tourne vers Cécile. « Vous devez être fatigué. Je vais vous montrer vos appartements. » « Vos appartements ?»« Pas nos appartements. » Elle le suit dans l'escalier de marbre. Il ouvre une porte au 2e étage. La chambre est vaste, élégante, meublée, avec goût. Un feu brûle dans la cheminée. Une femme de chambre attend près du lit. Adrien s'incline légèrement. « Bonne nuit, Madame de Lignières. » Puis il se retire. La porte s'y referme. Cécile reste seule. Elle s'assoit sur le bord du lit. La femme de chambre l'aide à retirer sa robe, dénoue ses cheveux, apporte une chemise de nuit en lin blanc. Cécile la renvoie doucement. Elle veut être seule. Elle s'approche de la fenêtre. Dehors, la pluie tombe plus fort. Les réverbères dessinent des halos jaunes dans l'obscurité. Elle pose la main sur la vitre froide. Elle pense aux mots d'Adrien. Ce sera la dernière fois. Elle ne comprend toujours pas. Mais elle sait qu'elle ne peut pas accepter cette situation. Elle ne peut pas vivre dans un mariage fantôme, dans une union sans vérité. Elle doit comprendre. Elle doit savoir pourquoi cet homme a choisi de l'épouser pour immédiatement renoncer à elle. Le château de Lignières se dresse au bord de la Loire, entre Blois et Amboise. C'est une demeure du XVIe siècle avec des tours rondes, des toits d'ardoise et des jardins à la française. Les premiers jours du mariage se déroulent dans un silence poli. Adrien se montre courtois, attentionné même, mais distant. Il prend ses repas avec Cécile, lui fait visiter le domaine, lui présente les domestiques et les fermiers. Mais il ne partage jamais rien de personnel. Il ne parle pas de ses pensées, de ses craintes, de ses espoirs. Il reste enfermé dans une réserve impénétrable. Cécile observe. Elle a toujours été observatrice. Enfant, elle passait des heures à regarder les gens, à deviner leurs émotions, à comprendre leurs motivations cachées. Elle applique maintenant cette capacité à son époux. Elle remarque qu'il reçoit beaucoup de courriers. Chaque matin, un domestique apporte une liasse de lettres sur un plateau d'argent. Adrien les lit dans son bureau, porte fermée. Certaines lettres, il les brûle immédiatement dans la cheminée. Cécile a vu la fumée noire s'échapper par la fenêtre. Un soir, elle descend tard dans la bibliothèque pour chercher un livre. Elle entend des voix dans le salon adjacent. Elle reconnaît celle d'Adrien. L'autre voix est celle d'un homme plus âgé, grave et posé. Elle s'approche discrètement. Elle entend des bribes de conversation. « Vous ne pouvez pas continuer ainsi, monsieur le duc, je n'ai pas le choix. Mais votre épouse, elle ne doit rien savoir. C'est pour la protéger. Vous la protégez en la tenant à distance ? Oui. » Le silence qui suit est lourd, puis l'autre homme reprend. « Vous êtes un homme d'honneur, Adrien. Mais l'honneur peut devenir une prison. Je sais. Mais c'est ma prison, pas la sienne. » Cécile recule sans bruit. Elle remonte dans sa chambre, le cœur battant. Elle ne comprend pas tout. Mais elle commence à saisir quelque chose. Adrien ne la rejette pas par indifférence. Il la rejette par protection. Il croit qu'en la tenant à distance, il la préserve d'un danger. Mais de quel danger ? Et pourquoi ne lui dit-il rien ? Le lendemain, elle interroge discrètement Madame Béraud, l'intendante du château. C'est une femme d'une 60aine d'années au visage sévère, mais aux yeux bienveillants. Elle sert la famille Lignières depuis 40 ans. Cécile l'aborde dans le salon de couture. « Madame Béraud, puis-je vous poser une question ?»« Bien sûr, Madame la Duchesse. Mon épouse semble porter un poids très lourd. Je voudrais l'aider, mais je ne sais pas comment. » Madame Béraud hésite. Elle pose son ouvrage. « Monsieur le Duc est un homme bon, mais il a été touché par une affaire très grave il y a 10 ans. Une affaire qui a détruit des vies. Il n'était pas coupable, mais il se sent responsable. » Cécile insiste doucement. « De quelle affaire parlez-vous ?» Madame Béraud soupire. « Un scandale financier. La banque impériale, des spéculations, des familles ruinées, des suicides. » Monsieur le Duc travaillait alors comme conseiller au ministère des Finances. Il avait découvert des irrégularités, mais il n'a pas pu les prouver à temps. Quand tout s'est effondré, beaucoup ont été accusés, certains justement, d'autres injustement. Monsieur le Duc n'a jamais été formellement mis en cause, mais il n'a jamais pardonné son silence. Cécile sent un frisson la parcourir. Elle commence à comprendre. Adrien porte une culpabilité morale. Il croit qu'il aurait dû agir plus tôt, parler plus fort, empêcher la catastrophe.
et maintenant il se punit lui-même en refusant toute forme de bonheur personnel. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi ce mariage? Pourquoi cette phrase à l'hôtel? Elle décide d'en savoir plus. Elle se rend au village voisin sous prétexte d'acheter de la dentelle. Elle rencontre la couturière, une femme bavarde qui connaît toutes les histoires de la région. Cécile oriente habilement la conversation vers le passé du duc. La couturière baisse la voix. « Ah madame, c'est une triste histoire. Il y a 10 ans, un homme innocent a été accusé. Un comptable, monsieur Ferrand. Il a été emprisonné. Sa femme est morte de chagrin. Ses enfants ont été placés. Et tout ça parce que les vrais coupables avaient besoin d'un bouc émissaire. Monsieur le duc a toujours dit qu'il ferait un jour éclater la vérité. Mais ça prend du temps. Et ça demande du courage. » Cécile rentre au château avec une détermination nouvelle. Elle doit parler à Adrien. Elle doit lui faire comprendre qu'elle n'est pas une femme fragile qu'il faut protéger. Elle est son épouse. Elle a le droit de partager ses fardeaux. Mais quand elle le cherche, il est absent. Il est parti à Paris pour des affaires parlementaires. Il ne reviendra que dans 3 jours. Pendant son absence, Cécile explore la bibliothèque. Elle cherche des traces, des documents, des indices. Elle trouve une vieille malle dans un coin poussiéreux. Elle l'ouvre. À l'intérieur, des coupures de journaux jaunis, des lettres, des rapports officiels. Elle les lit avec attention. Tout y est l'histoire du scandale financier, les noms des accusés, les suicides, les familles détruites. Et au centre de tout, un nom qui revient sans cesse, le vicomte d'Aubry. Cécile passe 2 jours à reconstituer l'histoire. Elle lit chaque document, chaque lettre, chaque rapport. Elle prend des notes. Elle établit une chronologie. Peu à peu, la vérité émerge. Il y a 10 ans, en 1868, un réseau de spéculation s'était formé autour de la Banque impériale. Plusieurs nobles et financiers y participaient. Ils manipulaient les cours, détournaient des fonds, promettaient des rendements impossibles. Des centaines de petits investisseurs avaient été attirés par les promesses de richesses rapides. Puis tout s'était effondré. Les actions étaient devenues sans valeur. Les épargnes s'étaient évaporées. Certains avaient tout perdu. Certains s'étaient suicidés. L'enquête avait été rapide et superficielle. Il fallait des coupables. Il fallait apaiser la colère publique. Un comptable, Pierre Ferrand, avait été accusé de falsification de documents. Il avait été jugé, condamné, emprisonné, mais Ferrand n'était qu'un exécutant. Il avait obéi aux ordres. Les vrais responsables étaient ailleurs. Et parmi eux, le plus influent était le vicomte d'Aubry. Adrien de Lignières travaillait alors comme jeune conseiller au ministère des Finances. Il avait remarqué des irrégularités dans les comptes de la Banque impériale. Il avait signalé ses doutes à ses supérieurs. Mais on lui avait demandé de se taire. On lui avait dit que c'était des affaires délicates, qu'il ne fallait pas créer de scandale, qu'il fallait laisser les choses se régler discrètement. Adrien avait obéi. Et quelques semaines plus tard, tout s'était effondré. Depuis, Adrien vivait avec cette culpabilité. Il n'avait pas été assez courageux. Il n'avait pas insisté. Il n'avait pas défendu Ferrand publiquement. Il avait laissé un innocent payer pour les crimes des puissants. Et maintenant, il voulait réparer. Mais comment? En assumant publiquement une part de responsabilité morale, en déclarant qu'il aurait dû agir plus tôt, en acceptant que sa réputation soit détruite, en obtenant en échange la libération de Ferrand. Cécile comprend maintenant le sens de la phrase murmurée à l'hôtel. Ce sera la dernière fois. Adrien savait qu'il allait se sacrifier. Il savait qu'il allait détruire sa carrière, sa réputation, peut-être même sa liberté. Il avait épousé Cécile pour donner à sa famille une stabilité, une alliance solide, avant de disparaître dans le scandale. Mais il ne voulait pas l'entraîner dans sa chute. Alors il avait décidé de la tenir à distance, de ne jamais créer de lien affectif, de la protéger en refusant de l'aimer. Cécile referme les documents. Elle reste assise dans la bibliothèque, immobile, le regard fixe. Elle ressent un mélange de colère et de tristesse. Colère parce qu'Adrien a décidé seul sans lui demander son avis, sans lui laisser le choix. Tristesse parce qu'elle comprend maintenant la noblesse de son geste. Il se sacrifie pour réparer une injustice, mais il le fait dans la solitude. Il refuse de partager son fardeau. Il refuse de lui faire confiance. Elle se lève. Elle marche jusqu'à la fenêtre. Dehors, la Loire coule lentement sous le ciel gris. Les arbres dénudés se dressent comme des sentinelles silencieuses. Elle pense à Ferrand, emprisonné depuis 10 ans pour un crime qu'il n'a pas commis. Elle pense à Adrien, prisonnier de sa propre culpabilité. Elle pense à elle-même, épouse fantôme d'un homme qui refuse de vivre. Non, elle ne peut pas accepter ça. Elle ne peut pas rester passive. Si Adrien veut se sacrifier, qu'il le fasse.
mais pas sur un mensonge, pas sur une demi-vérité. Si Ferrand doit être libéré, que toute la vérité soit dite, que le vicomte d'Aubry soit exposé, que les vrais coupables paient, et qu'Adrien cesse de porter seul le poids d'une faute collective. Elle prend une décision. Elle ira à Paris. Elle parlera à Adrien. Elle lui dira ce qu'elle a découvert. Elle exigera qu'il la traite en égal, pas en enfant à protéger. Elle ne cherche pas à l'empêcher d'agir par honneur, mais elle refuse qu'il le fasse dans le silence et la solitude. 3 jours plus tard, Adrien rentre au château. Il semble fatigué, ses traits sont tirés. Cécile se penche en avant. « Pourquoi ne m'avez-vous rien dit ? Parce que ce n'est pas votre fardeau. Je suis votre épouse. Justement, je ne veux pas vous entraîner dans ma chute. Vous ne m'entraînez pas, vous me privez de choisir. » Le silence qui suit est lourd. Adrien relève les yeux. Il y a de la douleur dans son regard. « Cécile, vous ne comprenez pas. Si je fais ça, je serai détruit. Socialement, politiquement, peut-être même légalement. Je ne veux pas que vous soyez associée à cette honte. Et vous croyez que je préfère être l'épouse d'un homme qui me traite comme une étrangère. Vous croyez que je préfère vivre dans un mariage sans vérité, sans partage, sans confiance ?» Adrien s'élève. Il fait quelques pas vers la fenêtre. Il regarde dehors, les mains croisées dans le dos. « Je croyais bien faire. Vous avez fait ce qui vous semblait juste, mais vous avez oublié que je suis une personne, pas un objet à protéger, pas un symbole à préserver, une personne avec une volonté, une intelligence, une force. » Adrien s'y retourne. Il la regarde avec une intensité nouvelle. « Que voulez-vous que je fasse ? Je veux que vous me disiez tout. Je veux que vous me traitiez en égal. Je veux que vous me laissiez décider si je veux partager votre fardeau ou non. Et si vous décidez de partir, alors je partirai, mais au moins ce sera mon choix, pas le vôtre. » Adrien s'assoit lentement. Il passe une main sur son visage. Puis il commence à parler. Il raconte tout. Le scandale, les irrégularités qu'il avait découvertes, les pressions pour qu'il se taise, l'effondrement, les suicides, l'arrestation de Ferrand, sa culpabilité, ses nuits d'insomnie, sa décision de réparer, son plan pour assumer publiquement une responsabilité morale, sa conviction que cela libérerait Ferrand et sa certitude que cela détruirait sa propre vie. Cécile écoute sans l'interrompre. Quand il a fini, elle reste silencieuse un moment, puis elle dit doucement « Vous avez raison de vouloir réparer, mais vous avez tort de le faire sur une demi-vérité. Si Ferrand doit être libéré, que toute la vérité soit dite, que le vicomte d'Aubry soit exposé, que les vrais coupables paient. » Adrien secoue la tête. « C'est impossible. d'Aubry est trop puissant. Il a des alliés partout. Si je l'accuse, il me détruira. Et il détruira tous ceux qui me soutiennent. Alors vous préférez vous sacrifier seul pour une paix illusoire. C'est le seul moyen d'obtenir la libération de Ferrand. Non, c'est le moyen le plus rapide, mais pas le plus juste. » Cécile s'élève. Elle fait le tour du bureau. Elle se tient face à Adrien. « Je ne vous demande pas de renoncer à votre honneur. Je vous demande de ne pas renoncer à la vérité. Et je vous demande de ne pas renoncer à moi. » Adrien la regarde. Pour la première fois depuis le mariage, elle voit quelque chose se briser en lui. Une digue qui cède, une armure qui se fissure. Il tend la main vers elle. Elle la prend. Ses doigts sont chauds maintenant. « Je ne sais pas si je peux faire ce que vous demandez. Alors essayons ensemble. » Le lendemain soir, le château reçoit une visite inattendue. Le vicomte d'Aubry arrive sans s'annoncer. C'est un homme d'une 60aine d'années, grand élégant, avec des cheveux blancs et un regard froid. Il porte un costume sombre et une canne à pommeau d'argent. Les domestiques le font entrer dans le grand salon. Adrien et Cécile le reçoivent ensemble. d'Aubry s'incline avec une politesse glaciale. « Monsieur le duc, Madame la duchesse, pardonnez cette intrusion. Je passais dans la région. Je n'ai pas résisté à l'envie de vous présenter mes félicitations pour votre mariage. » Adrien répond avec une courtoisie tout aussi froide. « Vous êtes le bienvenu, monsieur le vicomte. » Il s'assoit. On sert du thé. d'Aubry sourit. Mais son sourire ne monte pas jusqu'à ses yeux. Quel beau château! Quelle belle alliance! Les Lignières et les Roquefort. 2 familles qui savent ce qu'est l'honneur. Il marque une pause. L'honneur est une chose fragile, n'est-ce pas? Il suffit d'un mot, d'un geste, d'une accusation pour qu'il se brise. Cécile sent la menace sous-jacente. Elle regarde Adrien. Il reste impassible. d'Aubry continue. « J'ai entendu dire que certaines vieilles affaires pourraient être rouvertes. Des affaires qui feraient souffrir beaucoup de gens. Des innocents. Des familles respectables. Ce serait dommage, n'est-ce pas ?» Adrien pose sa tasse.
Si des innocents souffrent, c'est précisément parce que la vérité n'a pas été dite. D'Aubry rit doucement. La vérité. Quelle vérité? Celle des journaux, celle des juges, ou celle des hommes d'honneur qui savent porter le poids de l'histoire sans tout détruire autour d'eux. Cécile intervient. Sa voix est calme mais ferme. Monsieur le vicomte, l'honneur ne consiste pas à protéger les coupables. Il consiste à défendre les innocents. D'Aubry se tourne vers elle. Son regard se durcit. Madame la duchesse, vous êtes jeune. Vous ne comprenez pas encore comment fonctionne le monde. Certaines vérités sont trop dangereuses pour être dites. Adrian S. lève. Cette conversation est terminée. D'Aubry se lève également. Il prend sa canne. Il s'incline légèrement, comme vous voudrez. Mais réfléchissez bien, monsieur le duc. Vous avez une épouse maintenant, une réputation à protéger, une famille à préserver. Ne sacrifiez pas tout pour un idéal inaccessible. Il sort. La porte S.I. referme. Cécile et Adrien restent immobiles. Puis Adrien se tourne vers elle. Vous voyez maintenant, c'est contre ça que je me bats, contre des hommes comme lui. Des hommes qui utilisent la peur et la manipulation pour protéger leurs crimes. Cécile hoche la tête. Je vois. Et je vois aussi que vous ne pouvez pas gagner seul. Je ne pas gagner du tout. Alors ne cherchez pas à gagner. Cherchez simplement à dire la vérité. Et laissez la vérité faire son œuvre. Adrien la regarde longuement. Puis il dit doucement. Vous êtes plus courageuse que moi. Non, je suis simplement moins seul, parce que je vous ai. Cette nuit-là, Adrien prend une décision. Il ne se sacrifiera pas seul sur une demi-vérité. Il dira toute la vérité. Il exposera le rôle d'Aubry. Il demandera la réouverture de l'enquête. Il acceptera les conséquences. Mais il ne le fera pas dans le silence. Il le fera avec Cécile à ses côtés. Le lendemain matin, il annonce qu'il doit retourner à Paris. Il doit rencontrer des magistrats, un notaire, des journalistes. Il doit préparer une déclaration formelle. Cécile lui dit « Je viens avec vous. Ce n'est pas nécessaire. C'est nécessaire, parce que je suis votre épouse, et parce que je refuse de rester ici à attendre que vous décidiez seul de notre avenir. » Adrien hésite, puis il acquiesce. « Très bien. Nous partons demain. Le voyage vers Paris se fait en train. C'est un trajet de plusieurs heures. » Adrien et Cécile partagent un compartiment de première classe. Les banquettes sont recouvertes de velours bordeaux. Les rideaux sont tirés pour préserver l'intimité. Dehors, le paysage défile. Des champs labourés, des villages endormis, des forêts nues sous le ciel gris. Adrien reste silencieux une grande partie du voyage. Il regarde par la fenêtre, perdu dans ses pensées. Cécile lit un livre, mais elle ne retient rien de ce qu'elle lit. Elle pense à ce qui les attend. Elle sait que les jours à venir seront difficiles. Elle sait qu'ils affronteront des résistances, des menaces, peut-être même des dangers. Mais elle sait aussi qu'ils ne peuvent pas reculer. À un moment, Adrien se tourne vers elle. « Cécile, je veux que vous sachiez quelque chose. » Elle lève les yeux. « Oui, si les choses tournent mal, si je suis arrêtée ou discréditée, vous pourrez demander l'annulation du mariage. Je ne m'y opposerai pas. » Cécile referme son livre. « Pourquoi feriez-vous ça? Parce que vous ne méritez pas de porter le poids de mes erreurs. » Cécile pose le livre sur la banquette. Elle se penche vers lui. « Adrien, écoutez-moi bien. Je n'ai pas épousé un symbole. Je n'ai pas épousé une réputation. J'ai épousé un homme. Et cet homme est en train de faire ce qui est juste. Je ne le quitterai pas parce que la justice a un prix. » Adrien la regarde avec une intensité nouvelle. « Vous ne me connaissez même pas vraiment. Je vous connais mieux que vous ne le pensez. Je connais votre sens du devoir. Je connais votre culpabilité. Je connais votre courage. Et je commence à connaître votre cœur. » Adrien détourne les yeux. Sa voix est rauque. « Je ne sais pas si j'ai un cœur. Je crois l'avoir enterré il y a 10 ans. Alors déterrons-le ensemble. » Le train arrive à Paris en fin d'après-midi. La gare est bruyante, enfumée, pleine de voyageurs pressés. Adrian et Cécile descendent du train. Un fiacre les attend. Ils montent. Le cocher fait claquer son fouet. Les chevaux s'élancent dans les rues pavées. Ils logent dans un petit hôtel discret près du quartier latin. Cécile avait suggéré de loger chez une ancienne amie de pension, Louise de Mornay. Louise est une femme indépendante veuve depuis 5 ans qui vit seule dans un appartement près du jardin du Luxembourg. Elle accueille Cécile avec joie. Elle accepte de l'aider discrètement. Le lendemain matin, Adrien part rencontrer le notaire. Cécile reste avec Louise. Mais elle ne reste pas inactive. Elle interroge Louise sur les anciens scandales financiers. Louise connaît beaucoup de monde. Elle a des contacts dans les milieux journalistiques et juridiques. Elle aide Cécile à localiser d'anciens employés de la Banque impériale. Cécile les rencontre discrètement. Elle pose des questions.
Elle prend des notes. Elle rassemble des témoignages. Un ancien commis lui raconte comment les ordres venaient toujours d'en haut, comment on leur disait de falsifier les comptes, comment Ferrand avait refusé au début, puis avait cédé sous la menace, comment d'Aubry venait souvent dans les bureaux donner des instructions précises, puis repartait sans laisser de traces écrites. Cécile rassemble ces témoignages. Elle les met par écrit. Elle demande aux témoins de signer. Certains refusent par peur. D'autres acceptent parce qu'ils en ont assez de vivre avec le mensonge. Pendant ce temps, Adrien rencontre le notaire, maître Renaud. C'est un homme âgé, rigoureux, respecté. Il écoute Adrien exposer son plan. Il hoche la tête. « Monsieur le duc, ce que vous voulez faire est noble, mais c'est aussi dangereux. Vous allez vous attaquer à des hommes puissants, je sais. Et vous êtes prêt à en payer le prix ? Oui. » Maître Renaud rédige une première version de la déclaration. Adrien la lit, elle est sobre, précise, accablante. Elle assume sa part de responsabilité morale, mais elle n'accuse personne d'autre. Adrien hésite. Il pense aux paroles de Cécile. Ne vous sacrifiez pas sur une demi-vérité. Il dit au notaire, ce n'est pas complet. Il manque les noms des vrais responsables. Maître Renaud le regarde. Vous voulez nommer le vicomte d'Aubry? Oui. Vous savez ce que cela implique? Oui. Le notaire se tait un moment, puis il dit, très bien, mais il me faudra des preuves, des témoignages, death documents. Sinon votre déclaration sera considérée comme une diffamation, et c'est vous qui serez poursuivi. Adrien rentre à l'hôtel découragé. Il ne sait pas où trouver ses preuves. Mais quand il arrive, Cécile l'attend. Elle a étalé sur la table une série de documents, de témoignages, de notes. Elle lui dit « J'ai rassemblé ça aujourd'hui. Ce sont des témoignages d'anciens employés. Ils confirment le rôle d'Aubry. Certains ont accepté de signer. Adrien reste figé. Il regarde les documents, puis il regarde Cécile. « Comment avez-vous fait ça? J'ai écouté. J'ai posé des questions. J'ai convaincu. Mais c'est dangereux. Si d'Aubry apprend que vous enquêtez, alors il apprendra que je ne suis pas une femme qu'on peut faire taire. » Adrien Essesoit. Il prend les documents, il les lit un par un, puis il lève les yeux vers Cécile. « Vous êtes extraordinaire. »« Non, je suis simplement votre épouse. » Le rendez-vous décisif est fixé 3 jours plus tard. Maître Renaud a convoqué Adrien dans son cabinet pour signer la déclaration finale. Cécile insiste pour l'accompagner. Adrien accepte. L'aubessie lève sur Paris. Le ciel est gris et humide. Une pluie fine tombe sur les pavés. Les rues sont presque désertes. Adrien et Cécile marchent côte à côte vers le cabinet du notaire. Ils ne parlent pas, mais leurs mains sont jointes. Le cabinet de maître Renaud se trouve dans un immeuble ancien près du palais de justice. Les murs sont couverts de registres et de dossiers reliés en cuir. L'odeur du papier ancien et de l'encre flotte dans l'air. Maître Renaud les accueille avec gravité. « Monsieur le duc, Madame la duchesse, entrez. » Il s'assoit. Maître Renaud pose sur le bureau un document de plusieurs pages. Voici la déclaration révisée. Elle inclut les témoignages que Madame la duchesse a rassemblés. Elle nomme le vicomte d'Aubry comme principal responsable de la manipulation financière. Elle demande la réouverture de l'enquête et la libération de Monsieur Ferrand. Adrien prend le document. Il le lit lentement. Chaque mot pèse lourd. Chaque phrase est une accusation. Chaque paragraphe est un engagement. Quand il a fini, il pose le document sur le bureau. Il regarde Cécile. « Si je signe ça, il n'y aura pas de retour en arrière, je sais. Vous êtes sûr de vouloir être associé à ça. Je suis sûr de vouloir être à vos côtés. » Adrien prend la plume. Il la trempe dans l'encrier. Il hésite une dernière fois. Puis il signe. Son écriture est ferme, claire, sans tremblement. Maître Renaud prend le document. Il le fait sécher. Puis il dit « Madame la duchesse, souhaitez-vous également signer ?» Cécile regarde Adrien. Il secoue la tête. Ce n'est pas nécessaire. C'est ma responsabilité. Cécile se tourne vers le notaire. Je veux signer. Adrien proteste. Cécile, non, vous n'avez pas à porter ça. C'est, j'ai à le porter, parce que c'est notre vérité, pas seulement la vôtre. Elle prend la plume. Elle signe à côté du nom d'Adrien. Sa signature est élégante, déterminée. Maître Renaud hoche la tête. Très bien. Je vais déposer cette déclaration auprès du procureur général demain matin. Adrien et Cécile se lèvent. Ils remercient le notaire. Ils sortent dans la rue. La pluie a cessé. Un rayon de soleil pâle perce les nuages. Ils marchent en silence. Puis Adrien s'arrête. Il se tourne vers Cécile. « Pourquoi avez-vous fait ça ? » « Parce que l'amour n'est pas protection unilatérale. C'est vérité partagée. » Adrien la regarde longuement. Puis il dit doucement. « Je ne savais pas ce qu'était l'amour. Je croyais que c'était un luxe.
Aujourd'hui, je commence à comprendre que c'est une exigence. Cécile sourit. Et moi, je croyais que l'amour était un accord. Maintenant, je sais que c'est une vérité. Ils reprennent leur marche. Ils rentrent à l'hôtel. Ils savent que les jours à venir seront difficiles. Mais ils savent aussi qu'ils ne sont plus seuls. La déclaration est déposée. L'affaire fait scandale. Les journaux s'emparent de l'histoire. Certains soutiennent Adrien, d'autres le condamnent. Le vicomte d'Arbury en a it out. Il accuse Adrien de chercher à se racheter une réputation en sacrifiant des innocents. Il mobilise ses alliés. Il fait pression sur les magistrats. Il menace les témoins. Mais l'enquête est rouverte. Les témoignages de Cécile sont versés au dossier. D'autres témoins se manifestent, encouragés par le courage du duc de Lignières. Des documents sont retrouvés dans les archives de la Banque impériale. Petit à petit, la vérité émerge. Pierre Ferrand est libéré après 10 ans de prison. C'est un homme brisé, vieilli avant l'âge. Mais quand il apprend que c'est grâce à Adrien et Cécile, il demande à les rencontrer. La rencontre a lieu dans le cabinet de maître Renaud. Ferrand serre la main d'Adrien avec des larmes dans les yeux. « Merci, monsieur le duc. Vous m'avez rendu ma dignité. » Puis il se tourne vers Cécile. « Et vous, madame, vous lui avez donné le courage de le faire. » Cécile secoue la tête. « Non, il avait déjà le courage. Je lui ai simplement rappelé qu'il n'était pas seul. Mais la victoire a un prix. » Adrien perd son siège au conseil diplomatique. Il est convoqué par le ministère. On lui demande de démissionner de toutes ses fonctions officielles. On lui reproche d'avoir troublé l'ordre établi. Il accepte sans protester. Il savait que cela arriverait. Le vicomte d'Aubry, malgré les preuves, n'est jamais formellement condamné. Il a trop d'alliés, trop de pouvoir. Mais sa réputation est écornée. Il se retire dans ses terres. Il n'apparaît plus dans les salons parisiens. C'est une victoire partielle, mais c'est une victoire. Cécile affronte le regard des salons avec dignité. Certaines femmes la blâment d'avoir poussé son mari à l'imprudence. D'autres murmurent qu'elle aurait dû rester à sa place. Mais quelques-unes plus rares l'admirent. Elles viennent la voir discrètement. Elles lui disent qu'elles auraient aimé avoir son courage. Cécile ne cherche pas l'approbation. Elle a découvert quelque chose de plus précieux, la vérité partagée. Adrien, de son côté, traverse une transformation intérieure. Il comprend qu'il avait confondu sacrifice et responsabilité, noblesse et solitude. Pendant des années, il avait cru que porter seul le poids de la culpabilité était une forme d'honneur. Maintenant, il comprend que l'honneur véritable consiste à partager la vérité, même quand elle est douloureuse. Un soir, alors qu'il dîne dans leur petit hôtel parisien, il dit à Cécile « J'ai passé 10 ans à me punir. Je croyais que c'était mon devoir. Mais en réalité, je me cachais. Je refusais de vivre. » Cécile pose sa main sur la sienne. « Et maintenant, je veux vivre avec vous. » C'est la première fois qu'il dit quelque chose d'aussi personnel. La première fois qu'il laisse tomber ses défenses. Cécile sent quelque chose se réchauffer en elle. Ce n'est pas encore de l'amour passionné, mais c'est le début de quelque chose de vrai. Quelques semaines plus tard, Adrien et Cécile décident de rentrer au château de Lignières. Ils ont besoin de calme. Ils ont besoin de se retrouver loin du tumulte parisien. Le voyage de retour se fait sous une pluie fine et persistante. Le ciel est bas. Les champs sont détrempés. Mais il y a quelque chose d'apaisant dans cette pluie, comme si elle lavait le passé. Quand ils arrivent au château, il n'y a pas de fanfare, pas de réception triomphale. Les domestiques les accueillent avec un respect silencieux. Madame Béraud vient saluer Cécile. Elle lui dit doucement « Nous sommes fiers de vous, Madame la Duchesse. » Cécile sourit. « Merci, Madame Béraud, la vie reprend. » Mais elle est différente. Adrien et Cécile partagent désormais les décisions. Ils se parlent. Vraiment. Ils prennent leur repas, ensemble. Ils marchent dans le parc. Ils lisent le soir devant la cheminée. Adrien raconte son enfance. Cécile parle de ses rêves d'autrefois. Ils apprennent à se connaître. Pas comme époux de convenance, mais comme deux êtres humains qui ont choisi de partager leur vérité. Un matin, alors qu'ils marchent dans le parc détrempé, Adrien s'arrête. Il regarde la Loire qui coule lentement sous le ciel gris. Il dit doucement. Le jour du mariage, quand je vous ai dit que ce serait la dernière fois, je pensais vraiment que c'était la fin. Je croyais que j'allais détruire ma vie. Et je ne voulais pas vous entraîner dans cette destruction. Cécile se tient à ses côtés. Elle regarde l'eau qui glisse entre les rives. Alors vous avez choisi de m'écarter, avant même de me connaître. Oui, vous m'avez privé de choisir, je sais. Et je le regrette. Le silence qui suit n'est pas hostile. C'est un silence de reconnaissance mutuelle. Adrien se tourne vers elle. Cécile, je ne sais pas si je pourrai jamais vous donner ce que vous méritez,
Je ne sais pas si je sais aimer. Cécile sourit doucement. Vous n'avez pas besoin de savoir. Vous avez juste besoin d'essayer. Adrien prend sa main. Il la serre doucement. Merci. De quoi? De ne pas avoir renoncé à moi. Quelques semaines plus tard, Cécile fait une suggestion inattendue. Adrien, je voudrais retourner à la cathédrale. Adrien lève les yeux de son livre. La cathédrale? Pourquoi? Parce que c'est là que tout a commencé. Et je voudrais que ce soit aussi là que tout recommence. Adrien hésite, puis il acquiesce. Très bien. Quand voulez-vous y aller? Demain. Juste nous deux. Pas de cérémonie, pas d'invités, juste nous. Le lendemain matin, ils prennent le train pour Paris. Ils arrivent à la cathédrale Saint-Étienne en fin de matinée. Le ciel est brumeux. L'air est froid et humide. Ils poussent la lourde porte de bois. L'église est vide, silencieuse. La lumière filtrant à travers les vitraux dessine des reflets pâles sur les dalles de pierre. Ils avancent lentement dans l'allée centrale. Leurs pas résonnent sous les voûtes. Ils arrivent devant l'autel. Ils se tiennent face à face, comme le jour du mariage. Mais cette fois, il n'y a pas de témoins, pas d'attente sociale, pas de protocole, juste deux. Adrien prend la main de Cécile. Il la regarde avec une intensité nouvelle. Une intensité débarrassée de tout calcul, de toute peur, de toute culpabilité. Cécile, je ne savais pas ce qu'était l'amour. Je croyais que c'était un luxe, quelque chose qu'on pouvait se permettre ou non. Aujourd'hui, je sais que c'est une exigence de vérité, une exigence de courage, une exigence de partage. Cécile sourit doucement, ses yeux brillent. Et moi, je croyais que l'amour était un accord, un arrangement entre deux personnes. Maintenant, je sais que c'est une vérité qu'on construit ensemble, une vérité qu'on défend ensemble. Adrien se penche vers elle. Cette fois, le baiser n'est ni protocolaire ni désespéré. Ce n'est pas un geste accompli par devoir. Ce n'est pas un adieu. C'est un acte libre, choisi, conscient. Ses lèvres touchent les siennes avec une douceur ferme. La main de Cécile se pose sur sa nuque. Elle le tient contre elle. Le baiser dure. Il n'y a pas de hâte, pas de gêne. Juste une communion silencieuse. Quand ils se séparent, Adrien garde la main de Cécile dans la sienne. Il dit doucement. Ce n'est pas la dernière fois. Cécile sourit. Non, c'est la première. Dehors, la pluie a cessé. La lumière du matin entre par les vitraux. Elle dessine des motifs colorés sur le sol. Rouge, blue, or. Adrien et Cécile restent immobiles un moment. Ils ne se disent rien d'autre. Ils n'ont plus besoin de mots. Puis ils se tournent et marchent vers la sortie. Leurs mains sont toujours jointes. Quand ils franchissent la porte, le soleil perce les nuages. Il éclaire les pavés mouillés. Les rues de Paris brillent sous la lumière blanche et pure. Ils montent dans un fiacre. Le cocher fait claquer son fouet. Les chevaux s'élancent. Cécile regarde par la fenêtre. Elle pense à tout ce qui s'est passé. Le mariage, le murmure glacial, la découverte de la vérité, la confrontation, le sacrifice partagé. Et maintenant, ce second baiser, ce baiser qui n'est pas une fin, mais un commencement. Elle se tourne vers Adrien. Il la regarde. Il sourit. C'est un sourire timide, presque fragile, mais c'est un sourire sincère. Cécile pose sa tête sur son épaule. Il passe son bras autour d'elle. Il reste ainsi silencieux tandis que le fiacre traverse Paris. L'amour n'a pas été sacrifié. Il a été éclairci, purifié, rendu vrai. Et maintenant il peut enfin commencer à grandir, pas dans l'illusion, pas dans le mensonge, mais dans la lumière dure et belle de la vérité partagée. Le fiacre tourne dans une rue étroite. Les roues claquent sur les pavés. Dehors, la vie continue. Les marchands ouvrent leurs boutiques. Les enfants courent dans les ruelles. Les cloches des églises sonnent midi. Adrien et Cécile ne sont plus seuls. Ils ne l'ont jamais été. Mais maintenant, ils le savent. Et c'est tout ce qui compte.